Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La charte de la transition rendue publique. Au Gabon, le texte donne des précisions sur les organes de la transition sans en préciser la durée. Sa publication intervient au lendemain de la nomination de Raymond Ndongsima au poste de Premier ministre de transition. Au moins 64 morts, c'est le lourd bilan encore provisoire d'une double attaque terroriste perpétrée au Mali. L'une d'entre elles a ciblé une base de l'armée à Bamba, dans la région de Gao. Et puis un point sur la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans le groupe I, la République démocratique du Congo affronte le Soudan ce samedi 9 septembre. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso. 3 militaires ont été arrêtés pour complot contre la sûreté de l'État. Complot militaire, violation de consignes militaires, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui. L'information a été donnée ce vendredi par le procureur militaire Alphonse Zorma dans un communiqué. Le document détaille qu'au courant du mois d'août dernier, le parquet militaire a reçu une information selon laquelle des militaires et anciens militaires auraient identifié des domiciles, dont celui du président de transition et d'autres autorités civiles et militaires, et ce dans le but de déstabiliser la conduite de la transition. Le communiqué stipule également que les accusés ont été présentés à un juge d'instruction. Ils ont par la suite été mis en examen et placés en détention préventive. Un gouvernement de transition se dessine au Gabon. Le président par intérim Brice Oligui Nguema a nommé le 7 septembre Raymond Ndongsima au poste de Premier ministre. À 68 ans, l'économiste avait déjà occupé cette fonction de 2012 à 2014 sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba. La composition de son équipe gouvernementale est attendue dans les prochains jours. Joël Ballot. Dans sa diversité. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, a procédé le 7 septembre 2023 à la nomination des premiers membres du gouvernement de transition. Raymond Ndongsima, ancien premier ministre du Gabon, est nommé premier ministre de la transition en lieu et place d'Alain-Claude Billy-Binzé. Il retrouve des attributs ministériels qu'il avait occupés entre février 2012 et janvier 2014. Est nommé premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur Raymond Ndongsima. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. À 68 ans, Raymond Ndongsima est connu pour être l'un des grands opposants au président déchu, Ali Bongo Ondimba. En 2016, après avoir dirigé la primature du Gabon pendant 2 ans, il se présente au scrutin présidentiel qui sera couronné par la victoire d'Ali Bongo. Fervent opposant au régime en place, il rejoint en 2023 la plateforme Alternance avec des propositions visant une réforme des institutions de la République. Le 6 septembre 2023, moins de 24 heures avant sa nomination au poste de Premier ministre, Raymond Ndongsima, économiste chevronné, s'était retiré du collectif de l'opposition. Dans une interview accordée à la presse internationale, Raymond Ndongsima s'était dit disponible à travailler avec les autorités de la transition sans pour autant participer au processus actuel pour bénéficier d'une place particulière. Plusieurs autres nominations ont suivi celle du Premier ministre, notamment des responsables à la présidence de la République. Par décret du président de la transition, chef de l'État, sont nommés en date de ce jour secrétariat général de la présidence de la République, secrétaire général de la présidence de la République, professeur Guy Rosatanga Rigno, cabinet du président de la transition, chef de l'État, directeur de cabinet du président de la transition, chef de l'État, Monsieur Arthur Lemami. Dans la foulée, le président de la transition au Gabon a mis fin aux fonctions de la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boratso, à la tête de la Cour depuis 32 ans, remplacée par Dieudonné Abba Owono, magistrat en poste au Conseil d'État depuis 2022 en tant que président de la Chambre.
Parallèlement, de nouveaux éléments sur les contours de la transition ont été dévoilés. La charte de transition a été publiée au journal officiel alors que les interrogations se multiplient au sujet de la durée de la période transitoire. Elle n'a pour l'heure pas été fixée. La charte liste néanmoins plusieurs objectifs fixés par le CTRI. La refondation de l'État ou encore la révision de la Constitution qui sera soumise à un référendum. Le document prévoit également l'organisation d'élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes au terme de la transition. À ce sujet, le président de transition, Brice Oligui Nguema, pourra se présenter à la présidentielle. Au total, 5 organes de transition seront mis en place, dont une Assemblée nationale et un Sénat. Le Mali se retrouve de nouveau endeuillé après une double attaque survenue le 7 septembre. Ces deux assauts, revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a fait au moins 64 morts, selon un bilan provisoire donné par les autorités. Dans les détails, 49 civils et 15 soldats sont décédés. Face à ce drame, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce vendredi. Philomène Tine. Selon un bilan provisoire, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont perdu la vie jeudi 7 septembre 2023 au Mali. Ceci dans 2 attaques distinctes qui ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba, dans la région de Gao au nord du Mali. Une attaque revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Un deuil national de 3 jours a été décrété à compter de ce vendredi par les autorités maliennes. Cette double attaque intervient dans un contexte tout à fait critique. Depuis quasiment plus de 8-9 mois, nous n'avons pas assisté à des attaques de telle envergure, aussi meurtrières. Donc il est important d'abord de comprendre déjà que c'est la période à laquelle interviennent ces attaques-là. Depuis que le Mali s'est engagé auprès de la junte au pouvoir au Niger, nous assistons à une ressurgence des groupes armés. Donc il est important d'abord de comprendre évidemment que le phénomène terroriste reste un phénomène quasiment permanent. Le bateau visé par l'une des attaques est celui de la compagnie malienne de navigation. Il assurait une importante liaison sur plusieurs centaines de kilomètres de Koulikoro près de Bamako jusqu'à Gao en passant par les grandes villes sur le fleuve Niger. Il a été touché par au moins 3 roquettes tirées. Malgré ces attaques, nous estimons que ces groupes terroristes sont probablement dans la deuxième phase de leurs actions, qui ne sont plus les attaques aujourd'hui des forces armées, mais malheureusement des populations civiles qui sont des populations innocentes. Donc il faut comprendre cela comme étant un désarroi, un dernier cri de ces groupuscules, en réalité, qui n'ont plus de financement et d'appui. Donc on peut déjà comprendre que ce sont des attaques qui montrent réellement que ces groupes terroristes aujourd'hui sont dans l'une des phases terminales de leurs actions. Depuis début 2023, la sécurité s'est fortement détériorée dans le nord du Mali en raison d'affrontements entre 2 groupes armés islamistes qui cherchent à contrôler les voies d'approvisionnement et à accroître leur influence. Ceci dans un contexte où le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a mis un terme immédiat le 30 juin 2023 à la mission de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA, suite à une demande des autorités de transition. Et sachez qu'au lendemain de ce double assaut, une attaque suicide a été perpétrée dans un camp militaire de Gao. Pour l'heure, le bilan reste inconnu. Dans le reste de l'actualité, la France et la CEDEAO accusées de violation du droit international contre le Niger. Des accusations émises par le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU dans le pays, Idrissa Aboubakar Dado. Depuis le coup d'État, le pays fait face à des sanctions économiques imposées notamment par la CEDEAO. Certaines d'entre elles sont considérées par le diplomate comme contraires au droit international général et à la Charte des Nations Unies. Il assure par ailleurs qu'elles ne sont pas sans conséquences sur la vie des populations nigériennes. Idrissa Aboubakar Dado dénonce également une série, je cite, d'actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale par la République française. Il cite notamment le refus de reconnaître la décision des autorités nigériennes relative au rappel de l'ambassadeur français Sylvain Ité.
Le Burkina Faso renforce sa coopération bilatérale avec l'Iran. C'est dans cette optique que la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, s'est rendue à Téhéran dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Au programme de son séjour notamment, une rencontre avec le ministre iranien du pétrole, Javad Oji. La construction d'une raffinerie de pétrole au Burkina Faso était entre autres au cœur des discussions. Philomène Tine. Le Burkina Faso n'est pas connu pour être un pays pétrolier n'ayant pas de réserves pétrolières significatives. Le pays dépend principalement des importations pour satisfaire ses besoins en la matière. À cet effet, les autorités de transition cherchent à diversifier leurs partenariats internationaux, notamment dans le domaine de l'énergie. Grand producteur d'or noir, avec près de 2,6 millions de barils par jour, l'Iran semble être un partenaire de choix. Le pays oriental envisage notamment de construire une raffinerie au Burkina Faso. Ce projet s'inscrit dans le plan stratégique de diversification énergétique du Burkina Faso et il répond à 3 objectifs principaux qui sont l'autosuffisance énergétique, ensuite l'autonomisation énergétique et le 3e objectif est d'assurer la souveraineté énergétique de ce pays qui veut se donner les moyens de pouvoir s'affirmer efficacement dans le cercle des pays producteurs de produits pétroliers. Cet énorme projet sur le pétrole porté par le Burkina Faso et l'Iran se fera avec la participation de spécialistes des 2 pays. Il leur permettra également de commencer l'exportation de produits pétroliers. Il convient de noter que le secteur énergétique burkinabé est principalement basé sur l'exploitation de l'or, du coton et d'autres ressources minières. Une raffinerie pétrolière est un fleuron industriel qui confère assurément un confort économique certain lorsqu'elle est bien gérée. Et à cela, nous avons un défi majeur auquel le Burkina Faso doit faire face. Il faudra voir comment solutionner de façon efficace la question de l'approvisionnement en pétrole brut pour cette raffinerie, puisque le Burkina Faso est connu comme un pays qui ne dispose pas aujourd'hui de gisements pétroliers déclarés. Le Burkina Faso et l'Iran ont exploré les moyens de renforcer leur coopération bilatérale dans les secteurs techniques et industriels, des services et de l'ingénierie, ainsi que dans l'énergie, les projets d'infrastructure, les projets chimiques, la production du fer et de l'acier. Retour à présent sur le premier sommet africain sur le climat qui s'est clôturé ce 6 septembre à Nairobi. À l'issue de cet événement, les dirigeants africains ont adopté la déclaration de Nairobi, une déclaration qui doit permettre à l'Afrique de lutter contre la précarité énergétique. Pour atteindre cet objectif, les États africains demandent à la communauté internationale de soutenir l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable du continent. Aïcha Moyouzami. Malgré sa richesse en ressources naturelles, seulement 3% des investissements énergétiques dans le monde sont réalisés en Afrique. Le premier sommet africain sur le climat, qui s'est tenu du 4 au 6 septembre à Nairobi au Kenya, a été l'occasion pour les chefs d'État et acteurs économiques d'appeler à un régime financier plus juste, offrant un allègement de la dette afin que l'Afrique puisse pleinement exploiter son potentiel vert et bénéficier des investissements nécessaires à la transition vers une économie propre. Le continent africain dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire, géothermique, de biomasse durable et d'hydroélectricité. En Afrique, nous pouvons être un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro carbone d'ici 2050. Responsable d'à peine 3% d'émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique est paradoxalement le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique. L'accès au financement climatique demeure un défi majeur, les pays africains payant en moyenne 4 fois plus pour emprunter que les États-Unis et 8 fois plus que les pays européens les plus riches selon les Nations Unies. Le plaidoyer des dirigeants africains a été soutenu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé à une réforme de ce système qu'il a qualifié de dépassé, injuste et dysfonctionnel, en insistant sur les opportunités des énergies renouvelables pour l'Afrique.
Les énergies renouvelables pourraient être le miracle africain, mais nous devons le réaliser. Nous devons tous travailler ensemble pour que l'Afrique devienne une superpuissance des énergies renouvelables. Il est désormais temps de rassembler les pays africains, les pays développés, les institutions financières et les entreprises technologiques pour créer une véritable alliance africaine des énergies renouvelables. Le sommet africain sur le climat s'est achevé avec l'adoption commune d'une déclaration de Nairobi dont l'objectif est de faire du potentiel vert de l'Afrique une réalité. Pour accompagner l'Afrique dans ses ambitions, des promesses d'investissement à hauteur de 23 milliards de dollars ont été faites dans les énergies renouvelables, selon le président kényan William Ruto. Les Émirats arabes unis, qui accueilleront la COP28 cette fin d'année, ont promis 4,5 milliards de dollars. Du sport à présent avec les éliminatoires de la CAN de football prévues en 2024 en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette compétition, plusieurs équipes jouent encore leur place, dont la République démocratique du Congo. Logée dans le groupe I, les Léopards affrontent le Soudan ce samedi 9 septembre. On fait le point avec José Douglas. Ce samedi 9 septembre, 2 matchs importants dans le groupe I en vue de la qualification pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il s'agit de RDC Soudan à 18h et Mauritanie-Gabon à la même heure. Regardons le classement avec les 4 équipes séparées par des écarts très serrés. Elles ont chacune leur chance. RDC 9 points, Mauritanie 7, Gabon 7 également et Soudan 6 points. Si la tâche du Gabon s'annonce difficile face à la Mauritanie, les Léopards de la RDC vont devoir aussi se battre pour arracher leur qualification. Si on sous-estime cette équipe, c'est pas bon. Donc je préfère être, c'est vrai, à la place qu'on est là avec le 9 points. Maintenant, c'est à nous de rendre le match facile en étant sérieux et en mettant les ingrédients nécessaires pour pouvoir arracher cette victoire à la maison. Les Congolais qui ont gagné 3 matchs sur 5 et ont perdu 2, les Soudanais savent qu'il y a peut-être un coup à jouer. Il faudra se méfier. On craint, non, je pense que c'est même pas craindre, c'est simplement il faut prendre cette équipe au sérieux parce que ça on regarde, c'est vrai que tout est serré, tout est possible dans ce groupe, la RDC qui revient, qui ressort de nulle part, qui revient, maintenant je préfère être à 9 points, devant avec 9 points et puis bon maintenant c'est à nous de rester sérieux et cohérents dans tout ce qu'on va faire et à partir de là pour rendre ce match facile et puis pour arracher cette victoire, en plus ça va se passer à la maison. Verdict sous les coups de 20h ce samedi 9 septembre pour savoir qui, entre la RDC, la Mauritanie, le Gabon ou le Soudan, décrochera son ticket pour la Côte d'Ivoire. Comme pour chaque groupe, 2 tickets sont en jeu. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.